Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Étienne de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Ça fait effectivement 1 an et demi que je n'avais pas parlé en public, donc une certaine émotion, un grand plaisir. Le 19 janvier 1349, l'ensemble des hommes de Colle Valdez, petit centre urbain voisin mais autonome de Florence, sont convoqués par leur prieur, la principale autorité locale, à une assemblée générale sur la grande place du bourg. Là, ces mêmes prieurs, flanqués du capitaine du peuple de Florence, Nicola di Ranuccio della Serra, les invitent à se prononcer sur la proposition qu'énonce ce dernier. La soumission de leur commune à celle de Florence, afin de garantir la paix, la tranquillité et la sécurité. Un homme, un seul, membre éminent de l'élite locale, prend la parole dans l'Assemblée pour soutenir la proposition, à 3 conditions cependant. Le maintien de la commune hors du Contado, c'est-à-dire le territoire directement administré par les Florentins, la préservation, par conséquent, du pouvoir judiciaire des officiers locaux, enfin, la conservation de la gestion des revenus communaux. Après cette unique prise de parole, les hommes de l'Assemblée passent au vote selon la procédure des stand directo vel sedendi, c'est-à-dire en restant debout pour consentir ou en s'asseyant pour s'opposer. Le résultat est sans appel. Aucun homme ne s'assoit, tous consentent ainsi physiquement à la nouvelle domination florentine, et la soumission de la commune peut alors être actée. Ce bref récit, je le tire justement de l'acte qu'en a immédiatement rédigé un notaire pour le compte des autorités florentines. Un deuxième acte notarié, émis quelques semaines plus tard, le 28 février 1349, fixe dans le détail les mesures édictées par 2 ambassadeurs florentins en vertu du nouveau régime de soumission. Ces mesures visent principalement 4 objectifs. Premièrement, établir les fondements d'une domination pérenne du pouvoir florentin, avec un droit de regard sur l'accès aux offices locaux comme sur les éventuelles révisions des normes statutaires, ainsi que l'installation dans le centre d'une garnison militaire permanente. Deuxièmement, garantir la pacification des tensions socio-politiques internes et le maintien d'un régime communal, en excluant certaines grandes familles afin de prévenir toute tentative de seigneurie personnelle. Troisièmement, s'assurer de l'allégeance de la commune à l'alliance guelfe via l'interdiction de recevoir des bannis des autres communes de cette alliance. Et puis enfin, assurer le ravitaillement annonaire de la grande cité par la réglementation très stricte de la vente des céréales cultivées dans le territoire de Colle, de manière à ce qu'elle soit, cette vente, en priorité destinée aux habitants de Florence. Si je donne ces précisions, c'est pour souligner que les dispositions contenues dans les actes fournissent de bons indices quant au contexte de la soumission. Ce qui pousse la commune de Florence à intervenir, c'est d'une part une seigneurialisation rampante des institutions de Colle, qui pourrait menacer l'hégémonie régionale florentine, et c'est d'autre part le fait que Colle est situé au cœur du principal grenier à blé de la Toscane, alors que plusieurs famines secouent la région depuis une vingtaine d'années. Autrement dit, si l'on s'en tient aux informations que l'on trouve dans les actes qui fondent juridiquement la soumission de Colle à Florence, les ombres qui planent sur cette soumission et qui en constituent les véritables ressorts sont celles de la famine et de la seigneurie. La réalité historique de ces phénomènes, qui se laisse ici deviner, est bien attestée par ailleurs. Leur importance ne peut pas, par conséquent, être mise en doute. Il y a pourtant, au regard de la date d'émission de ces actes, janvier-février 1349, une évidente absence. Janvier-février 1349, c'est donc seulement 3 mois après le reflux de l'épidémie de peste qui, en Toscane, a sévi entre les mois de mars et d'octobre 1348. Or, la peste n'est ni mentionnée directement, ni même décelable indirectement dans le détail des nombreuses mesures adoptées pour instituer et pour justifier le nouvel ordre florentin. Bien sûr, ce silence pourrait s'expliquer par l'économie particulière du type de documentation dont relèvent les actes que je vous ai résumés à l'instant. Ces actes, ils ont été soigneusement conservés dans un fonds spécifique qu'on appelle à Florence les Capitoli, et plus généralement dans l'Italie communale les Libri Iurium, c'est-à-dire les livres des droits, les registres où étaient rassemblées toutes les preuves écrites
qui justifiait les droits de la commune vis-à-vis d'autres entités politiques, et qui constitue le fonds d'archives, sinon le plus important, en tout cas, souvent l'un des plus fournis parmi ceux dont on dispose aujourd'hui pour l'époque communale. En ce sens, ils constituent, ces actes, évidemment, une source précieuse, mais aussi limitée, puisque leur fonction même et la fréquence de leur production ont vite donné lieu à l'établissement d'un formulaire très corseté qui laisse peu de place à l'inhabituel, ce qui explique d'ailleurs au passage qu'il reste relativement peu considéré, selon moi un peu sous-utilisé par les historiens, eu égard du moins à la masse documentaire qu'il représente. Bon, de fait, j'ai tenté de vous montrer brièvement que ces actes ils produisaient bien, malgré leur formatage, des effets de réel et qu'on pouvait en tirer un certain nombre d'informations qui débordent le cadre strict du formulaire. Jusqu'à un certain point, bien sûr, et la confrontation de ces documents avec d'autres sources concernant la soumission de Collet indique bien leur caractère, disons, filtrant. Une simple mise en regard avec d'autres actes de la pratique, cette fois les délibérations des conseils à la même époque, qu'on appelle à Florence les provisioni, permet déjà de s'en rendre compte. Ainsi, à plusieurs reprises, dans les provisioni de janvier et de février 1349, l'action du capitaine du peuple Nicola di Ranuccio della Sera, celui-là même devant lequel l'Assemblée des hommes de Collet avait consenti unanimement à la soumission, dans les provisioni, donc l'action de ce capitaine du peuple est évoquée en des termes qui éclairent ce consentement, disons, d'un jour nouveau. On y lit par exemple que sa mission était d'equitare versus partes collis valliserse, autrement dit, d'aller chevaucher contre les partis de Collet Valdelsa. Cet aspect militaire est plus net encore dans deux chroniques contemporaines. Celle siennoise attribuée à Agnolo di Tura indique, je la cite, que les Florentins allèrent mettre le siège devant Collet et en quelques jours obtinrent le contrôle du bourg sous certaines conditions. Celle florentine de Matteo Villani précise, je le cite, que la commune de Florence, par crainte que ne s'instaure la tyrannie, envoya à Collet le capitaine de l'armée florentine avec 300 chevaliers et beaucoup de fantassins. Les habitants de Collet, voyant les troupes florentines à leur porte, comprirent que fare resistenze era impossibile, si bien que d'un commun accord, ils ouvrirent les portes et firent entrer les troupes florentines. On comprend par conséquent que le consentement volontaire et unanime de l'Assemblée des hommes de Collet tel qu'il est enregistré dans les Capitoli est surtout, en réalité, le résultat d'une opération éclair de conquête militaire. Éclair justement parce que, serait-on tenté de penser, elle intervient en 1349, dans un bourg dépeuplé. Mais ceci reste une tentation subjective, car les deux chroniques, qui donnent pourtant l'une et l'autre quelques pages auparavant une longue description de la peste, n'évoquent ici, pas plus que les actes des Capitoli, pas plus que les actes des provisioni, l'épidémie comme cause ou simplement comme contexte de soumission de Collet. Cette soumission, plus largement, marque le début d'une rapide extension territoriale de la commune de Florence qui assujettit, dans les jours et dans les années qui suivent, d'autres centres mineurs voisins. San Gimignano, toujours en février 1349, puis 2 ans plus tard, en 1351, Prato et Pistoia. Le constat y est alors le même que pour le cas de Collet. Là encore, ni les actes des Capitoli, ni les autres actes de la pratique, ni les chroniques ne mentionnent directement ou indirectement un lien avec la peste. Comment expliquer cette absence alors que l'on estime, et la proportion repose sur des données assez fiables, au moins dans le cas de San Gimignano et de Prato, que l'épidémie a emporté plus de la moitié de la population des centres nouvellement assujettis à Florence? Faut-il en déduire que le rapport de causalité, en théorie évident, ne l'est que pour nous? Je crois que pour, sinon répondre à cette question, du moins s'en saisir vraiment, il faut en poser une autre, peut-être moins banale qu'elle n'y paraît. Quelles traces documentaires la peste a-t-elle laissées dans les autres actes de la pratique produits par les institutions communales au moment de son passage, puis dans les mois qui suivent son reflux? Je vous propose donc ici de tenter de comprendre dans quel contexte documentaire et sous quelle forme précise la peste a été enregistrée, en me limitant globalement au cas florentin, sans m'interdire quelques excursions ailleurs, en Toscane et en Italie centrale, et puis de revenir en conclusion à ma première question,
celle de l'introuvable rapport de causalité entre l'épidémie et le processus d'extension territoriale de Florence. Depuis les travaux pionniers d'Elisabeth Carpentier sur Orvieto au début des années 1960, dans lesquels l'historienne soulignait, je la cite, que la peste ne peut guère être saisie dans les documents officiels, jusqu'à la présentation publiée il y a quelques mois par Marc Beaune et Claire Billen sur les bans et édits municipaux émis à Tournai durant la crise épidémique, dont les auteurs relevaient que ces justement bans et édits, je les cite, ne mettent que très discrètement la gravité de cette crise multiforme sur le devant de la scène. La plupart des recherches menées sur la peste à partir des archives publiques ont relayé un même paradigme. Celui, sinon de la déception, au moins de l'étonnement. Étonnement face au contraste entre le chaos amplement décrit par les sources narratives et la difficulté d'en saisir l'écho dans les actes produits par les institutions communales. Un tel paradigme évacue cependant peut-être un peu vite une caractéristique fondamentale du statut de la peste dans les récits narratifs. L'image du chaos provoqué par la maladie est aussi un arrêt sur image. Justement, puisque ces récits proposent de manière générale une sorte d'instantané des ravages de l'épidémie, instantané strictement délimité dans l'économie générale de l'œuvre où il est inscrit. Ainsi, à Florence, des deux sources narratives les plus célèbres, celle déjà citée de la chronique de Matteo Villani et celle, fameuse entre toutes, du Decameron de Boccaccio. Dans les deux cas, la description de la peste comme un fléau qui s'abat brutalement sur la cité, puis s'en retire en la laissant exsangue et bouleversée, est soigneusement enclose dans un passage précis du début de l'ouvrage, avant que l'auteur passe, une fois pour toutes, à autre chose. Or, la documentation produite par les autorités communales pendant et immédiatement après l'épidémie relève précisément d'une structure bien différente. Là où les textes narratifs donnent à voir la peste de manière écrasante mais statique, les documents officiels en contiennent des traces à la fois discontinues et étalées dans le temps et laissent ainsi entrevoir la possibilité de la saisir de manière certes ténue mais dynamique. Pour appréhender le plus précisément possible cette dynamique, il faut, me semble-t-il, relever d'emblée qu'elle a laissé trois types de traces, qui sont parfois, pour dire la vérité plutôt exceptionnellement, repérables dans un même document. C'est le cas de l'acte dans lequel ont été enregistrés les provisionniers adoptés par les autorités florentines le 11 avril 1348. J'ai déjà mentionné rapidement en passant ce fond, mais je n'ai pas précisé les détails de sa production qui relèvent du fonctionnement institutionnel de la commune. Celle-ci a pour principale autorité ce qu'on appelle à l'époque la seigneurie à Florence, c'est-à-dire la magistrature composée des 8 prieurs des arts et du gonfalonier de justice. Cette magistrature, elle se réunit régulièrement pour délibérer et prendre des dispositions, en général une demi-douzaine par session. Ces dispositions, elle les soumet le lendemain au vote des deux conseils de la commune, celui du capitaine et celui du podestat. Dans le cas où la majorité de chacun des deux conseils est d'accord, les dispositions prennent force de loi et font alors l'objet d'un acte notarié rédigé sous la forme suivante. Les dispositions proposées par la seigneurie sont successivement détaillées, puis le résultat du vote du conseil du capitaine pour chacune de ces dispositions est donné, et il en est fait de même pour le vote du conseil du podestat. Enfin, l'acte, une fois authentifié, est transcrit dans des registres qui sont aujourd'hui conservés dans le fond, justement, appelé provision. Désolé si ces précisions sont un peu techniques, elles permettent quand même de bien comprendre l'intérêt des dispositions actées le 11 avril 1348. Il y en a 7. Parmi ces 7 qui ont été adoptées ce jour-là, il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement. L'une, parce qu'elle constitue tout simplement la première irruption documentaire explicite de la peste à Florence. Voici en quoi elle consiste, je la cite en français. Étant donné que dans les temps présents, les maladies mortelles se sont répandues de manière inhabituelle et soudaine, en Toscane et ailleurs, surtout dans les ports, et ont commencé de gagner de la même manière certaines zones du Contado et de la cité de Florence, par crainte que de telles maladies et souffrances s'accroissent, les prieurs et le gonfalonier de justice, pressés en cela par de nombreux citoyens, ont voulu pourvoir au remède opportun autant qu'il leur est possible
pensant que les dites maladies procèdent principalement de la corruption et de l'infection de l'air, laquelle procède des choses et des corps putrides et corrompus. Les prieurs nomment alors 8 citoyens qui sont chargés de faire enlever de la cité et de ses alentours toutes les choses putrides et les personnes infectées. Voilà donc comment se présente la première mention explicite de la peste dans la documentation communale. L'autre disposition que je voudrais relever dans le même document consiste cette fois en une trace indirecte, c'est-à-dire une trace dont le lien avec la peste semble évident, mais reste implicite. Il s'agit en l'occurrence de l'autorisation exceptionnelle accordée au capitaine de la compagnie d'Arsène Miquel, la principale confraternité de la cité, de suspendre temporairement leur obligation d'inventorier les legs reçus, tant leur nombre ont récemment augmenté. Bon, l'épidémie n'est pas ici mentionnée, mais l'évocation de l'augmentation récente des legs constitue quand même, vous serez d'accord, un bon indice de son rôle dans le contenu même de cette disposition. J'avais parlé de 3 types de traces. Reste donc le 3e type de trace, et qui relève cette fois des effets de vide documentaire provoqués par la peste. Étienne a parlé avant moi finalement des effets de plein documentaire. Là, je parlerai des effets de vide documentaire provoqués par la peste. Comme j'ai dit d'ordinaire, les dispositions sont dans les actes suivis, vous avez compris, du résultat du vote des conseils du capitaine et du podestat. Ici, pourtant, le notaire n'a reporté que le résultat du conseil du capitaine et seulement pour les 2 premières des 7 dispositions proposées par les seigneuries. Ensuite, le registre se clôt, non pas sur un, comme cela arrive parfois, mais sur 2 feuillets numérotés mais restés vierges, ce qui est un cas unique pour la période au moins 1330-1360. Mention explicite, trace implicite, effet de vide documentaire. C'est à partir de ces 3 catégories que je vais dresser maintenant un bref panorama de la présence de la peste dans les archives, en commençant par la dernière, celle du vide documentaire. Si celui-ci est moins spectaculaire à Florence qu'à Lucques, par exemple, où la documentation publique est pratiquement inexistante pour la période comprise entre mars et juin 1348, on constate tout de même une lacune importante dans les registres florentins des provisioni, puisqu'après l'acte incomplet, dont je vous ai parlé du 11 avril 1348, la série ne reprend que le 23 août. Une interruption documentaire, j'insiste, une interruption documentaire des délibérations des conseils de plus de 4 mois, davantage donc qu'à Orvieto ou à Sienne, par exemple, où elles durent respectivement 3 mois et 2 mois et demi, et à peu près autant qu'à Pistoia, où aucune délibération n'est conservée dans les registres habituels entre le 27 juin et le 23 octobre 1348. Ce dernier cas, celui de Pistoia, indique bien cependant qu'il faut se garder d'en conclure que l'absence d'enregistrement vaut absence de réunion des conseils. À Pistoia, en effet, la série reprend avec un acte qui indique qu'en raison de la vacance du poste de chancelier communal, les actes normalement authentifiés par celui-ci l'ont été par les notaires d'une autre magistrature, qui les ont transcrits, logiquement, dans le registre dédié à cette autre magistrature. Et de fait, à Florence également, plusieurs actes des provisioni ont bien été enregistrés en juin, en juillet, en août, mais en dehors des registres habituels, ce qui indique que les conseils ont continué de siéger, certes de manière sans doute irrégulière et en nombre réduit, puisqu'il manque à chaque fois au moins un quart des conseillers. Bon. Les lacunes dans les registres de délibération doivent donc être interprétées avec précaution, dans la mesure où l'image univoque d'une interruption totale de l'activité conciliaire qu'elle renvoie est tempérée par d'autres documents qui témoignent d'un maintien, même ralenti, du cours habituel des pratiques de gouvernement. Bon, à l'inverse, on ne peut pas non plus déduire de la continuité matérielle d'autres séries documentaires que l'activité des institutions qu'elles enregistrent n'a pas été affectée. Contrairement à celle des conseils, la série des registres des principales magistratures de justice et de police ne présente pas de lacunes. Mais si on regarde à l'intérieur, comme l'a fait récemment l'historienne polonaise Alina Manikowska, dont je reprends ici les résultats, le vide prend progressivement le pas. Ainsi, par exemple, des registres des procès tenus devant le tribunal du podestat. La série était ininterrompue, mais la notation des sessions tenues se raréfie au printemps et surtout à l'été. 8 sessions en avril, 5 en mai, 4 en juin, une seule en juillet, 2 en août. Puis elle remonte avec 6 sessions en septembre et même 12 sessions en octobre.
ainsi également des registres des affaires civiles du même podestat, dont l'évolution de la volumétrie est éloquente. On passe de 414 feuillets, dont beaucoup sont restés vierges, pour la période du 2 juin au 31 août 1348, à 4080, quand même presque 10 fois plus, pour la période du 1er septembre au 15 décembre. Bon, les effets de vide documentaire de l'épidémie constituent par conséquent un bon indicateur du calendrier de son passage à Florence. Ces effets commencent à être perceptibles en avril, ils s'accentuent en mai, ils atteignent leur pic entre juin et juillet, puis ils diminuent, à vrai dire, très rapidement à partir du mois d'août. À partir du mois d'août, et c'est précisément à ce moment-là que les mentions explicites de la peste, deuxième type de trace, surgissent massivement dans la documentation. Il faut, je crois que c'est important, souligner le contraste entre la rareté de ces mentions explicites pendant l'épidémie et leur fréquence ensuite. Alors certes, ceci pourrait naturellement s'expliquer par l'écart quantitatif de documents conservés pour chacune des deux périodes. On pourrait très bien dire, finalement, le manque de documents dont on dispose pour la période de l'épidémie suffit à expliquer la quasi-absence de mention directe de la peste lorsque celle-ci fait rage. L'exemple d'autres cités italiennes invite toutefois à nuancer cette corrélation. À Bologne, où Samantha Ray n'observe guère de vide documentaire, même au plus fort de l'épidémie, la peste n'est ainsi mentionnée dans la documentation publique qu'après son reflux. De même à Orvieto, où les registres de délibération contiennent beaucoup moins de lacunes qu'à Florence au plus fort de la crise, la peste n'est mentionnée qu'une fois, alors qu'elle est ensuite, comme le relève Elisabeth Carpentier que je cite, souvent citée et même fréquemment invoquée parmi les motifs des mesures gouvernementales adoptées. Souvent citée et même fréquemment invoquée parmi les motifs des mesures gouvernementales adoptées, c'est exactement ce qu'on peut constater dans les provisionnies florentines, et ce, dès la reprise de l'enregistrement régulier. Le nouveau registre s'ouvre ainsi sur un acte du 23 août 1348 qui sanctionne les mesures prises, je le cite, en raison de l'immense contagion de peste qui a infecté la cité et le contado de Florence, une formule que l'on retrouve ensuite très régulièrement jusqu'en octobre 1349, donc pendant 15 mois, parfois avec les termes epidemia ou mortalitas au lieu de pestis ou pestilentia. Bon, je crois qu'on pourrait ici parler de métabolisation documentaire de la peste, au sens où celle-ci devient un élément usuel du formulaire des actes, lesquels témoignent à leur tour d'une très rapide et très dense activité législative. Qu'elle concerne la régularisation des actes qui n'avaient pas pu être authentifiés en raison de la mort des notaires, l'autorisation de surseoir aux lois antérieures pour recruter du personnel administratif ou militaire selon des normes plus souples, la mise en place d'un nouveau recensement des foyers pour la taxation, l'augmentation des gabelles, les mesures prises propter pestilentiam, visent toutes à amortir les secousses provoquées par l'épidémie sur les structures, en particulier administratives et financières, de la commune. À ces mesures explicitement prises en réaction au passage de l'épidémie s'ajoute notre troisième type de traces, celles qui sont prises, les mesures qui sont prises implicitement, c'est-à-dire dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont liées aux conséquences de la peste, bien que ce lien ne soit pas précisé. On trouve ainsi, par exemple, sans mention explicite de la peste, avec un lien qui nous paraît évident, un abaissement du nombre minimum de conseillers présents pour que les conseils puissent se tenir, des mesures de protection des orphelins et surtout plus d'une dizaine de provisions concernant la gestion des très nombreux héritages. Bon, là, ça ne pose pas de problème. Vous serez d'accord, le lien vraiment paraît indiscutable, même si la peste n'est pas mentionnée. Mais dans d'autres cas, l'identification d'un lien implicite reste plus problématique. On entre alors dans une zone grise qui constitue, en somme, un défi heuristique, puisque l'historien averti du contexte épidémique finit par être gagné par ce qu'on pourrait qualifier de soupçon de peste, au risque d'être aveuglé. Ainsi, parmi les toutes premières provisionnies adoptées au sortir de l'épidémie, on trouve l'institution d'un studium, afin, est-il précisé, d'augmenter l'honneur de la cité et d'en renforcer l'attractivité. Est-ce qu'il faut pour autant y voir une conséquence directe de la peste ? La question se pose avec plus d'acuité encore au sujet d'une des rares dispositions prises durant cette fois l'épidémie, dont on a gardé une trace, et qui concerne directement l'ordre politique. Au milieu du mois d'août,
La seigneurie met en effet en œuvre un nouveau scrutin, ce qu'on appelle à Florence un scrutin, c'est-à-dire non scrutinio, c'est-à-dire une nouvelle liste de citoyens éligibles aux principaux offices de la commune. Bon. Sous prétexte de remplacer les noms, c'est comme ça que c'est présenté dans le texte, de ceux qui étaient morts ou introuvables, ce nouveau scrutin, on le comprend très bien, entraîne surtout un net resserrement de la classe politique autour d'un noyau constitué des familles de l'élite traditionnelle. Attention, je pense quand même qu'il faut se garder de voir dans cette réforme, c'est tentant, la preuve d'un impact institutionnel direct et profond de la peste sur les rapports de force sociopolitiques à l'intérieur de la cité. Je crois qu'il faut plutôt réinscrire cette réforme dans le cours plus large des nombreuses modifications du système d'accès aux offices communaux. D'une part, en amont, elle succède à une précédente réforme adoptée en 1343, donc 5 ans avant, qui assurait au contraire une large ouverture à des citoyens issus de familles plus modestes et jusque-là exclus du pouvoir. D'autre part, en aval, elle précède une autre réforme adoptée cette fois en 1352, 4 ans plus tard, qui réintègre une grande partie de ces mêmes citoyens bénéficiaires de la réforme de 1343, puis victimes de la réforme de 1348. Bon, 6 derniers exemples nous invitent à la prudence dans l'interprétation des éventuelles traces implicites de la peste. Le bref panorama que j'ai essayé ici de dresser de sa présence dans la documentation produite par la commune de Florence permet de nuancer l'idée souvent relayée par l'historiographie selon laquelle, en contraste avec le témoignage des sources narratives, la peste serait étonnamment peu saisissable dans les archives communales. Qu'on l'appréhende par ses effets de vide documentaire, très sensibles durant son passage, ou par les nombreuses mesures prises de manière explicite ou implicite immédiatement après son reflux, la peste est en définitive très nettement repérable dans la documentation. L'analyse des traces abondantes qu'elle y a laissées concorde en revanche là, pleinement avec le résultat des études précédentes qui toutes, et Étienne l'a encore dit, soulignent la résilience des autorités communales, lesquelles, en tout cas à Florence, semblent certes moins actives au pic de l'épidémie, mais parviennent très vite à rétablir une continuité en matière judiciaire, administrative, fiscale et politique. Présence très nette de l'épidémie dans les traces documentaires sous différentes formes, absence de bouleversement de l'ordre politique. C'est muni de ces deux constats que je voudrais maintenant, pour conclure, revenir sur l'assujettissement de Collé et des autres communes voisines de Florence entre 1349 et 1353. Bon, cet assujettissement, je l'avais volontairement inscrit dans le contexte de l'épidémie au début de ma présentation, mais en l'inscrivant comme ça dans le contexte de l'épidémie, j'ai un peu triché en fait. J'ai un peu triché parce que je l'ai isolé d'un processus plus large dont il relève en fait directement. Bon, l'une des principales évolutions politiques de l'Italie communale au XIVe siècle réside en effet dans ce que l'historiographie italienne continue d'appeler la formation des États territoriaux pour désigner le mouvement par lequel un petit nombre d'entités politiques, communales ou seigneuriales, parviennent à dépasser le cadre traditionnel de la cité, le cadre territorial traditionnel de la cité, en soumettant à leur autorité d'autres entités politiques jusqu'alors autonomes. Ceci, on l'observe un peu partout, dans le nord et dans le centre de la péninsule, dès les années 1330, donc avant la peste. À Collé, les bornes chronologiques de la soumission, justement, sont en ce sens emblématiques. En fait, la soumission définitive de 1349, par laquelle j'ai commencé, n'est que l'aboutissement d'un processus qui a commencé presque 20 ans auparavant, puisque entre 1331 et 1343, la commune avait déjà confié une tutelle, alors temporaire, au gouvernement de la grande cité. Bon, le fait que ce processus reprenne et aboutisse précisément en 1349, le fait qu'il concerne désormais également d'autres communes, est sans aucun doute lié aux effets démographiques et, disons, socio-économiques de l'épidémie. Mais cette causalité, elle a beau être objectivement déterminante, elle ne l'est que pour nous. Elle ne l'est, selon moi, que dans notre propre regard de moderne et non pas dans celui des hommes de l'époque. À l'aune de l'évidente présence de la peste dans le reste de la documentation florentine, l'absence totale de mention directe ou de traces documentaires implicites dans les documents produits pour et par la soumission indique bien, je crois, que la peste n'est ni une cause, ni même une raison de l'assujettissement. Autrement dit, à l'inverse de l'ombre de la tyrannie, de l'ombre de la guerre, de l'ombre de la famine, la peste ne suscite ici qu'indifférence, car elle ne fait tout simplement pas partie
du répertoire idéal possible pour justifier l'assujettissement. Ce constat vaut au-delà de la Toscane. Il s'applique par exemple, je finirai par là, à Orvieto. Élisabeth Carpentier relevait ainsi avec perplexité qu'au lendemain immédiat de la peste, la soumission d'Orvieto à celle de Pérouse, engagée en fait quelques semaines avant l'épidémie et un temps interrompu par celle-ci, avait été finalisée dès le lendemain de son passage, sans modification apparente. Élisabeth Carpentier, donc, en cherchant, comme je viens de le faire, une trace même implicite de la peste dans cette soumission d'Orvieto à Pérouse, rapportait les termes employés par le capitaine du peuple de Pérouse, qui était depuis longtemps par le capitaine du peuple de Pérouse pour proposer la soumission aux hommes d'Orvieto. Voici la citation. Donc, tirée du texte, voilà ce que dit dans le texte le capitaine du peuple de Pérouse. Orvieto, son contado et son district, qui étaient depuis longtemps bouleversés par des guerres atroces et par de cruelles détresses et oppressions, foulés aux pieds et piétinés par la brutalité des tyrans, reposent maintenant, grâce à Dieu, dans la douceur de la paix. Frustré de cette citation, l'historienne ne pouvait alors s'empêcher d'ajouter, cette fois je cite Élisabeth Carpentier, « bienfait de la soumission à Pérouse, mais aussi soulagement au sortir de longues crises couronnées par l'épidémie de peste. » Bon, j'ai été tenté d'en dire autant pour l'assujettissement de Collet, mais je crois maintenant qu'il faut renoncer et, prenant acte du silence de la documentation, accepter ce qui nous reste difficile à comprendre. La peste n'était tout bonnement pas, en 1348, un ressort politique. Dans un article important, dont on reparlera sans doute, Jérôme Bachet posait la question de l'art sans la peste. Je me demande pour ma part si l'on ne pourrait pas parler de politique sans la peste, et même peut-être inverser les termes de cette proposition, puisque dans la mesure où l'épidémie n'est jamais employée comme mobile de l'assujettissement d'une communauté à une autre, c'est-à-dire du principal phénomène politique de l'époque, peut-être est-ce qu'il nous faut considérer l'hypothèse, certes troublante, d'une peste sans le politique. Merci.